Merci beaucoup de m'avoir invité. Thierry et Bernard m'ont contacté un jour, il y a quelques mois, quelques semaines. Ils m'ont dit Alexandre, ça serait bien que tu interviennes lors du colloque. Il y aura que quelques invités triés sur le volet, mais apparemment vous êtes quand même un peu plus nombreux que ce qu'on m'avait vendu. Donc je vais essayer de vous intéresser et d'avoir une vision qui va compléter celle de Philippe, compléter aussi celle de Mathieu, parce que je vais vous expliquer donc la démarche que nous avons suivie chez Mako Pharma pour réduire les risques et manager nos risques. Tout d'abord, Mako Pharma, je ne sais pas si vous connaissez Mako Pharma, mais Mako Pharma est une entreprise du Nord et on est leader parmi les 3 premiers mondiaux de la production de kits de transfusion sanguine. Donc si vous avez l'habitude d'aller à l'EFS et de donner votre sang, vous avez environ 70% de chances d'avoir des kits de transfusion de Mako Pharma. Nous avons aussi une activité de biothérapie où on va travailler comme une start-up sur des projets de nouveautés au niveau de la peau, au niveau du sang, au niveau de plein de choses liées au sang. Mako Pharma, c'est 2000 employés dans le monde. On a 3 usines de fabrication, une en Pologne, une en Tunisie et une ici à Tourcoing dans le Nord. C'est donc 2000 employés, 163 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est présent dans le monde entier via nos 17 à 18 filiales. Et en termes d'organisation logistique, ça va poser quelques petits soucis parce que chacun de nos clients a des demandes particulières, a des contraintes particulières, nous impose énormément de choses. Et suivant les pays dans lesquels nous allons livrer, nous n'allons pas avoir les mêmes contraintes réglementaires, les mêmes contraintes qui vont nous être imposées. Donc 3 usines dans le monde, 18 filiales et en termes de réseau de distributeurs, une 50aine de réseaux. Et pour la partie logistique, on est aux alentours de 25 entrepôts dans le monde pour lesquels il va falloir réapprovisionner de façon régulière, sans rupture et en anticipant nos risques. Donc lors de la préparation, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qui va intéresser l'ensemble de mes pairs en logistique et en supply. Et du coup, je me suis déjà posé la question, qu'est-ce que la résilience? Parce que c'est un mot qui était pour moi un gros mot il y a quelques années. Je ne savais pas trop de quoi en parler. Je me suis dit, tiens, je vais quand même retourner voir sur Wikipédia. Qu'est-ce que la résilience? Le concept de résilience, en fait, je l'ai mis en gras en bas à droite. C'est prévoir le danger avant d'en être affecté. Et ça, je pense que, rappelez-vous de cette phrase, et tout au long de la présentation, vous allez savoir pourquoi chez Mako Pharma, on veut anticiper les problèmes avant d'en être affecté. Nous avons eu, depuis 2014, beaucoup de nos clients, pour réduire leurs coûts, pour réduire les tests. Il faut savoir que dans l'industrie du medical device et de la pharma, il y a beaucoup de contrôles avant que les produits soient mis sur le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nos clients, plutôt que de se dire « je vais avoir 4 fournisseurs, je vais avoir 4 réseaux qualité, je vais avoir 4 performances de livraison, je vais avoir 4, on va passer avec un seul fournisseur. C'est lui qui va tout faire. Il va contrôler sa qualité, il va nous livrer dans les temps, etc. etc. » Sauf que nos clients anglo-saxons ont rajouté ce qu'ils appellent le business continuity, c'est-à-dire qu'en nous imposant d'être single sourcing, ils nous ont dit comment vous allez faire pour assurer le business continuity. Comment vous allez faire pour être sûr et certain de nous livrer toujours dans les temps. Donc en fait, cette demande de notre client, de nos clients principaux des pays anglo-saxons, que ce soit les Canadiens, les Anglais, les Australiens, etc., ça nous a posé la question de qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Donc, gérer la continuité d'activité, c'est ce que j'ai mis ici, devient un axe clé de la stratégie de Mako. On a donc créé une feuille de route qui, on s'est posé la question, comment faire? Comment faire? Comment structurer la démarche? Comment être sûr d'arriver à répondre à ce besoin de continuité d'activité? Et du coup, que ce soit les équipes supply chain, manufacturing, qualité, HSE, etc. On s'est tous réunis et on s'est dit que la meilleure des choses, c'est de créer une structure qui va accompagner le déploiement de ce qu'on appelle le SMCA, donc le système de management de la continuité d'activité. Et on s'est basé sur une norme qui s'appelle l'ISO 22301. Notre feuille de route, elle était simple. Il fallait que tous les collaborateurs, que ce soit les opérateurs magasins, les opérateurs de production jusqu'à la direction, soient formés, connaissent quel est leur rôle et comment ils font pour assurer la continuité.
Vous allez voir dans ce que je vais vous présenter, on a aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est au-delà d'être certifié ISO, ce qu'on a voulu faire pendant ces 3 années-là, c'est nous tester. C'est nous poser les bonnes questions. Pourquoi je fais les choses bien, mais qu'est-ce que je peux faire mieux encore et encore et encore. Et là, du coup, on a eu une batterie de tests que l'on a mis en place pour nous tester, pour être enfin certifié au bout de 3 ans. Pour embarquer tout le monde, moi le premier, j'étais complètement convaincu que la continuité d'activité, c'est le rôle de la supply. On fait ça au quotidien, mais par contre, mes petits copains de la qualité, les copains du manufacturing, bah pour eux, c'était plutôt vraiment contraignant plus qu'autre chose. D'accord ? Sauf que du coup, on s'est dit, il faut embarquer tout le monde. Donc on est parti du haut vers le bas et aujourd'hui on a donc une politique de continuité d'activité qui est déployée dans l'ensemble des usines, dans l'ensemble des filiales et c'est une politique de continuité qui est extrêmement simple. Le but du jeu c'est de continuer à livrer nos clients et de ne pas les arrêter et de ne pas arrêter nos usines. Donc on a déployé cette continuité d'activité, on a mis en place un système de management de la continuité d'activité, on a choisi le référentiel comme je vous l'ai dit. Et là, on a voulu faire la différence, c'est qu'on a aussi déployé des plans de formation sur l'ensemble des sites de production et des filiales. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un nouvel arrivant chez nous, la première chose que l'on vous parle, on va vous parler bien sûr de la sécurité, bien sûr des produits, mais vous finissez votre première journée de formation par un questionnaire sur le plan de continuité. Donc, dès l'arrivée dans notre entreprise, vous avez tout de suite des questionnaires et une formation sur la continuité d'activité. Et on a aussi mis en place tout un réseau d'auditeurs internes. Je suis auditeur interne aujourd'hui de la continuité d'activité. Je vais auditer le manufacturing, je vais auditer la communication, je vais auditer les différents services. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi on a réussi ? Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi on a réussi. On a mis en place une structure qui est tout d'abord avec un directeur de la continuité d'activité, qui est entre autres notre directeur HSE, et donc il a pris en charge la direction de la politique de la continuité d'activité avec l'objectif d'être certifié ISO en 2018, et on l'a formé. Il a été certifié, il a été formé à l'extérieur, on lui a fait un lavage de cerveau sur tout ce sujet-là, et il est revenu avec plein d'idées, plein d'actions, plein de choses à nous donner. On a mis en place des registres de risque au niveau du corporate. Et ensuite, ce que l'on a fait, c'est qu'on a donné la responsabilité au niveau des sites de production de suivre les registres de risque. Et donc, chaque site a déployé son propre registre de risque et c'était forcément par rapport au registre de risque corporate. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Philippe. Il y a d'abord tout un premier travail en amont. Le premier travail en amont, c'est déjà de faire un business impact analysis. Et là, lorsqu'on parle de business impact analysis, on est vraiment sur de l'impact pur et dur, du financier. Qu'est-ce que je fais si j'arrête mes clients ? Quel est mon impact sur ma performance, ma livraison client ? Et surtout, nous, au niveau du monde du medical device et du pharma, on a quelque chose supplémentaire, c'est que dans l'aéronautique, vous avez la sécurité des voyageurs. Nous, on a la sécurité du patient. Donc, en fait, on a toujours gardé en ligne de mire d'avoir la sécurité du patient. Personnellement, lorsque je transporte un kit de transfusion, je dois le transporter dans des conditions qui font que c'est quasiment un produit de luxe que je vais transporter parce qu'il doit être transporté dans des conditions qui soient toujours pour protéger le patient au final lors de la consommation finale. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a essayé de lister tous les risques potentiels que l'on peut rencontrer lors de la production, lors de la livraison, lors des contrôles qualité, lors de la vente aux clients. Et on a aussi regardé tous les risques que l'on pouvait avoir d'un point de vue stratégique, opérationnel, mais aussi des risques de gouvernance. Parce qu'on l'oublie trop, mais lorsque dans le monde pharma, ce sont des pharmaciens qui libèrent nos produits pour les mettre sur le marché, s'ils ne sont pas là, s'ils sont absents, s'ils sont malades, s'il n'y a pas de backup, on ne libère rien du tout. Et nos clients n'ont pas les produits et on ne peut pas sauver des vies. Nous avons donc déployé, suite à cette analyse de risque, suite à l'impact analysis, nous avons donc déployé
les risques corporate dans tous les départements. Donc la supply, le manufacturing, on est allé jusqu'à la communication. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si j'ai une crise, je dois communiquer, mais qu'est-ce que je dois communiquer? À qui? À mes partenaires, à mes clients, aux autorités de tutelle. Il y a tout un panel de gens à qui on doit communiquer et il faut être prêt à communiquer les choses. Bien sûr, une fois qu'on a les risques, il faut mettre des plans d'action associés et on doit réduire ce qu'on a appelé la criticité résiduelle. Suite à cette analyse, on doit arriver à un niveau acceptable de réduction de criticité. Et c'est là où chaque responsable, on a dû travailler ce plan avec nos équipes pour avoir des réponses à chacun de nos problèmes, à chacun de nos problèmes, tout à fait. Donc il y a des plans d'action. Et surtout, on a créé une boucle qui est pour moi une boucle vertueuse. C'est la boucle vertueuse, c'est-à-dire qu'en ayant en place une structure, un système de management de la politique de continuité d'activité, on est sans cesse en train de faire des allers-retours. Et on a même mis en place un système de fiches événements. Et à chaque fois qu'il y a un risque sur la continuité d'activité, qu'elle soit logistique, qu'elle soit industrielle, il y a une fiche événement et on regarde si cette fiche événement était bien couverte par le plan. Si elle n'a pas été couverte par le plan, on rajoute dans notre registre de risque cet événement et on se pose la question, qu'est-ce que l'on doit faire pour que ça n'arrive plus? Donc voilà, j'ai voulu vous mettre une petite présentation rapide qui pour vous, à mon avis, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir. On a du rouge, du vert et du jaune. Forcément, si on est dans le rouge, il y a une criticité qui est très importante et on doit la réduire. Donc en préparant avec Thierry m'a dit ça serait quand même bien que tu montres un petit peu au niveau de la supply un exemple de registre de risque, parce que c'est peut-être pas quelque chose de commun. Et donc ça, c'est un format qui est utilisé aussi bien en supply, aussi bien en qualité, aussi bien au manufacturing. Tout le monde utilise le même format pour standardiser un maximum la chose. On a donc la référence du problème, la description du risque. Alors on ne voit pas très bien, mais j'ai essayé de vous mettre des exemples tout simples. J'ai un prestataire de logistique en Pologne ou en Tunisie. Il y a un feu chez lui. Je détruis des matières premières. Je suis à la 3e ligne. J'ai un risque résiduel à cause de la destruction de mes matières premières qui sont stockées chez lui. Si je perds un type de matière première, je bloque mon activité à 100%. C'est indéniable. J'ai une matière première qui est dans quasiment 75% de mes produits. Donc du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut? On a voulu donc se poser la question, je mets un mur de protection. Ok, je mets un mur de protection, je choisis un entrepôt qui a des cellules avec des firewalls entre les deux. Ok, mais finalement, même avec ça, même si j'ai des murs de protection, même si j'ai des firewalls, il me reste 10 points de criticité, c'est trop. Donc je rajoute encore une action. On a donc séparé nos matières premières dans 2 cellules. Pourquoi? Si j'ai le feu dans une cellule, la 2e cellule reste protégée. Ça paraît tout bête, mais si on ne se pose pas la question, le jour où on a le feu, ça arrive. Donc on est vraiment allé dans une démarche, alors je vous ai mis que quelques petits exemples, mais on est vraiment allé dans une démarche où l'objectif c'est d'arriver à droite, je dois être au vert. Je dois continuer sans cesse à devoir être au vert. Et à chaque fois que j'ai un nouvel événement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je me repose la question et on refait exactement la même démarche. L'impact analysis, l'impact sur les risques et ensuite derrière les plans d'action qui sont associés. Donc voilà, on a les risques inhérents, les contrôles, les actions. Si les actions ne sont pas suffisantes, je refais et ensuite je recheck. Si l'expérience que je souhaiterais remonter à tout le monde, vous avez parlé, Philippe, tout à l'heure de tests de simulation et des simulations qui sont pour vous, à mon avis, d'un point de vue digital, si j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué, nous avons choisi de faire quelque chose de complètement différent. On a choisi de faire tout à fait des tests théoriques, mais on a surtout fait des tests live. Nous avons testé l'ensemble de notre supply en live. Et je l'ai mis en rouge, c'est indispensable et essentiel pour y arriver. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir quelques petits soucis et on a voulu éprouver la maîtrise et le contrôle de nos risques. Tous les risques, tous les exercices que l'on choisit de faire sont des exercices qui sont basés sur des situations réelles,
ou théoriques, mais c'est surtout sur des scénarios précis qui sont revus lors des risques, lors de l'analyse des risques et qui sont remontés généralement de l'analyse de risque. J'ai essayé de vous résumer depuis 2015 l'ensemble des tests que nous avons faits chez Mako Pharma. On a travaillé des problématiques de flux. J'ai la perte d'un conteneur de produits finis qui nous est arrivé malheureusement entre la Pologne et le UK. On s'est fait voler un camion, mais nous, on l'avait travaillé en amont. Bizarrement, c'est le jour où c'est arrivé, on avait déjà prévu tout le plan de continuité, tout ce qui devait se passer. Il y a eu des pandémies de grippe qui ont permis à Mako Pharma aussi de se lancer dans la fabrication de masques. Mais du coup, les pandémies de grippe, c'est aussi de l'indisponibilité du personnel. Donc là, on se pose les bonnes questions. Si j'ai pas de pharmacien, qui peut libérer les produits? Donc du coup, il y a un plan de continuité. S'il manque un pharmacien dans une usine, je dois être capable de le remplacer en permanence. Voilà, on a fait la perte d'un fournisseur, on a fait des problématiques d'informatique. Notre système informatique est out pendant 4 jours. Qu'est-ce qui se passe? On a forcé tous les collaborateurs qui font des déclarations de production, des réceptions, des expéditions, de travailler en mode dégradé pendant 4 jours, tout en continuant l'activité quotidienne. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que dans nos procédures, nous n'avions pas de mode dégradé. On a retravaillé notre mode dégradé, on a retravaillé nos outils et on a vraiment déployé tout un système. Je vais juste vous parler d'un dernier qui nous a permis de survivre au Covid et de travailler et d'être prêt pour affronter le Covid. 2018, je reçois le coup de téléphone de mon patron. Il me dit: Alexandre, tu es convoqué en salle de réunion, il y a une crise, l'usine tunisienne est bloquée, on ne peut plus exporter de produits. Donc ça faisait bien sûr partie d'un scénario qui était prévu, mais on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver, on ne savait pas la date. C'était au bon vouloir de notre CEO. Il nous a convoqués et là on a commencé à essayer de déployer tout ce que nous avions prévu, c'est-à-dire une groupe de crise, une cellule de crise, qui fait quoi, que doit faire la supply, que doit faire lui. Et en fait on s'est rendu compte à l'issue de cet exercice, on a travaillé pendant 2 mois en parallèle. On a recruté des gens en France, on a recruté des gens en Pologne pour compenser le fait que la Tunisie ne pouvait plus exporter. On a recruté des gens et on s'est rendu compte qu'il nous manquait des plans de formation, on s'est rendu compte qu'il nous fallait entre 15 jours et 3 semaines pour pouvoir redémarrer l'activité sur la Pologne pour pouvoir faire plus. On a demandé à nos fournisseurs de nous livrer, on a changé les flux, etc. Bizarrement, Covid, fin mars 2020, coup de téléphone de le directeur d'usine. L'usine est fermée pour 15 jours, les autorités nous ont fermé l'usine, qu'est-ce qu'on fait? On s'est mis en cellule de crise et on avait déjà tout prévu. On avait déjà nos stocks de matières premières en Pologne et en France pour pouvoir redémarrer l'activité. Nos fournisseurs, on avait juste à les appeler, ils avaient déjà le plan de contingency. Bon, je peux vous dire, j'ai un collègue de Mako qui est ici dans la salle, il pourra vous confirmer, on a sué, mais par contre on était prêt. Donc, si je dois vous dire quelque chose, des tests réels, pas que des simulations, il faut se mettre en situation, sinon on loupe énormément de choses. Donc voilà, c'est une problématique de gouvernance, il faut que ça parte du haut vers le bas et que tout le monde soit conscient qu'il faut faire des exercices, qu'il faut se tester et se retester en permanence et se remettre en question. Former, reformer, vous en avez un peu tous parlé, mais il faut former les gens à réagir correctement. Et ce qui nous permet aussi de nous réévaluer chaque année, c'est qu'on a créé un groupe de 12 auditeurs internes qui sont aussi bien des auditeurs de la supply, du manufacturing, de la communication, de la qualité. Et on fait des audits croisés dans les sites, au niveau des différents services. Et à chaque fois, il y a des nouvelles actions qui viennent enrichir le registre de risque. Donc voilà, toute cette organisation nous a permis d'être certifié ISO 22301, qui est ni plus ni moins que la certification du Business Continuity. On est pionnier et ça nous donne un avantage compétitif au niveau de nos marchés. Pourquoi? Parce que dans le monde du medical device, on est dans de l'appel d'offres. Et maintenant, dans chacun des appels d'offres, il y a un pavé Business Continuity. Donc forcément, lorsque vous êtes certifié, on a des retours positifs de nos clients. Par contre, si je vous montre ça c'est un kit de transfusion sanguine. Le fait d'avoir mis de la continuité d'activité, pour nous en supply, ça a généré beaucoup plus de complexité. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai des poches plastiques qui vont être assemblées à la fois en Pologne, en Tunisie et en France.
Par contre, si j'ai un feu en France, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, ça serait bien de mettre les mêmes machines, mais en Pologne. Comme ça, j'ai double source d'approvisionnement. Ok, très bien. Et là, j'ai des injections en France. Si ça brûle, qu'est-ce que je fais? Bah, j'en mets en Pologne, j'en mets en Tunisie. Ah bah non, il faut que j'aille chercher un troisième fournisseur au cas où. Donc en fait, on est tellement allé loin dans une démarche de business continuité que nous, en supply, on s'est retrouvé à gérer de la complexité. Donc vous voyez, je vous ai mis un exemple ici. Vous voyez, pour un seul kit, je peux avoir des productions dans toutes mes usines. Je peux avoir des approvisionnements externes. Donc ça a complexifié la donne. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, au bout d'un moment, il faut être agile, il faut être résilient, il faut aussi bien anticiper nos risques d'un point de vue théorique réel, mais on a besoin d'un outil pour nous accompagner. Et on a, en plus, dans la même démarche de résilience et dans la même démarche d'anticipation des problèmes, nous avons mis en place l'outil des DMRP qui nous permet d'avoir les alertes en temps réel, de piloter notre supply, de piloter nos flux, et on reparle encore une fois de flux, parce que finalement, c'est de ça dont on parle, c'est comment je ne fais pour pas interrompre mon flux, comment je fais pour pas stopper le flux. Donc on a travaillé avec Demand Driven et avec Bernard qui est ici pour la mise en place de l'outil. Je tiens à préciser qu'on a fait la mise en place en 18 mois, 100% remote. On a démarré le 20 mars le 3 mars 2020, première formation. Au bout de 15 jours après, on a dit on est obligé de faire 100% remote et on a fait 18 mois le déploiement du DDMRP sur nos 3 sites, 100% remote. Et je peux vous dire que c'est un sacré projet. Pourquoi on a voulu faire ça? Donc j'ai essayé de vous lister nos problèmes. Voilà, c'est avoir un outil visuel performant qui nous permet tout de suite d'avoir l'information. Quand nos planificateurs ils arrivent le matin, la première chose qu'ils font, ils regardent des DMRP, c'est quoi mes alertes du jour? Et tout de suite, ils traitent. La première chose qu'ils font, c'est traiter les alertes pour anticiper les problèmes et être sûr que le reste de la journée va se passer correctement. On va couvrir le manque de flexibilité de notre RP. On essaye de sortir de l'enfer des fichiers Excel qui se démultiplient et qui créent de la master data et qui créent vraiment de la donnée. Là, aujourd'hui, on passe par un seul outil. On donne de l'autonomie au site et on renforce la logique existante de déploiement des stocks. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le DDMRP, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais c'était pour nous, pour compléter toute notre démarche de résilience et de continuité d'activité. Ça nous permettait vraiment de nous assurer que ce que l'on avait mis en place fonctionnait. Et je peux vous dire qu'on s'est questionné pendant des mois pour savoir est-ce que je mets le stock là, est-ce que le buffer est bon, est-ce que finalement c'est bien d'avoir telle production ici, telle production là-bas. On a tout remis en cause et donc en plus de tout le travail qu'on avait fait en amont, on s'est encore une fois remis en cause sur l'ensemble de notre flux logistique et du placement de nos stocks. Alexandre, je vais être obligé de vous demander de J'ai fini, c'est le dernier slide. Merci. Donc voilà, on a travaillé avec des DMRP et pendant la crise sanitaire, voilà, je voulais juste vous montrer qu'on a même profité de la crise sanitaire pour améliorer nos performances de livraison. Qui était plutôt aléatoire et depuis dans le deuxième cercle vous voyez qu'on a aussi zéro rupture, enfin vous voyez on n'est pas à 100%, mais par contre on n'a pas de rupture franche de nos clients et même pendant la crise nos clients majeurs nous ont remercié de ne pas les avoir mis en rupture pendant la pandémie et je peux vous dire que ça a été un travail et je tiens à remercier les équipes supply chain de Mako Pharma qui ont tenu le cap pendant toute la pandémie, pendant toute la crise, et qui continuent aujourd'hui à subir tous les jours de nouvelles crises. Mais j'ai envie de dire, nous sommes prêts à affronter toutes ces crises et tous ces problèmes que l'on rencontre au quotidien. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas allé trop vite et que j'ai essayé de raconter un flux logique. Et voilà.